je regarde si tout est bon. Et nous sommes en live. Bah, super. Super. Salut Alison, j'espère que tu vas bien. Très bien. Donc bienvenue à tout le monde à ce webinar. Donc rapidement, en fait, donc c'est le premier webinar qu'on fait chez JEDA. Donc on a un bootcamp de formation en data science et dedans donc on accueille Alison qui est data scientist chez Econocom. Elle va nous parler de son métier. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions là-dessus. Elle va aussi vous parler de la data science en marketing, donc tous les cas appliqués qu'on peut retrouver dans le marketing. Et encore une fois, n'hésitez pas à répondre à poser toutes vos questions. Donc, bonjour Alison, est-ce que tu peux te présenter du coup à tous nos internautes, s'il te plaît? Bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Alison Patou. Je suis actuellement donc data scientist chez Econocom. En 2015, en fait, j'ai été diplômée de l'école Polytech Lyon avec une formation plutôt axée mathématiques, statistiques, et j'ai eu la chance d'avoir en dernière année une option Big Data. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis très vite orientée vers la data science. Et là, du coup, j'ai 4 ans d'expérience. Ça fait bientôt 6 mois que je suis chez Econocom. Econocom, c'est une entreprise présente dans beaucoup de pays qui travaille sur tout ce qui est autour de la donnée, du digital, de la transformation. Et moi, c'est vrai que j'interviens plutôt sur tous les sujets autour de la data et particulièrement la data science. Ok. Et donc, ça fait 6 mois que tu bosses là-bas, c'est ça? C'est ça, exactement. Le département data, du coup, toi, tu l'as intégré en tant que data scientist directement ou tu es passé par d'autres postes avant? Non, non, non. En fait, dès ma sortie d'école, j'ai été data scientist 3 ans dans une autre entreprise. Au bout de 3 ans, j'ai voulu changer. Donc, du coup, là, j'ai pris un poste de data scientist. Après, c'est vrai que j'ai une casquette un petit peu plus responsable sur tout ce qui est formation au sein d'Econocom. Mais voilà, mon métier principal et ce qui me prend 80-90% de mon temps, c'est la data science. D'accord. Ok, génial. Et du coup, chez Econocom, alors votre activité principale, par exemple, les projets sur lesquels tu es en train de bosser en ce moment, c'est quoi? Alors, je travaille pour un client qui est sur la région parisienne. L'idée, c'est qu'on a monté en fait une plateforme et un outil qui permet de faire du profilage des utilisateurs. Donc, ça va être très, 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 très vaste. Mais grosso modo, c'est juste de comprendre un petit peu l'utilisation que chaque employé de cette entreprise fait de son poste de travail. Ok. Et ça fait combien de temps, par exemple, sur ce projet-là? Il dure combien de temps en général sur ce projet-là? Alors là, le projet est un peu particulier parce qu'en fait, on l'a développé en interne et puis après, on le déploie chez les clients qui sont intéressés. Ouais. Donc, du coup, ça va faire 3-4 mois qu'on l'a développé en interne et que là, on commence à le déployer chez les clients. D'accord. Ça fait combien de temps, tu dis, pardon? Ça fait 3-4 mois. 3-4 mois? Ok. Ah oui, effectivement, c'est hyper rapide. Ouais. C'est hyper rapide. Ok, génial. Génial. Et alors, par exemple, on parlait tout à l'heure de la data science dans le marketing. Tu peux nous parler aussi d'un projet que tu avais là-dessus en particulier. Tu nous parlais de segmentation client. Oui. Alors, c'est vrai que la data science dans le marketing, c'est ce qui vient beaucoup à l'esprit quand on parle data science parce que je dirais que la data science, c'est vraiment en fait développé avec toutes les données marketing que les entreprises avaient à disposition. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets marketing durant les 3 premières années où j'étais dans le métier. Typiquement, j'ai travaillé pour un fournisseur de pièces automobiles. Qui avait en fait du coup des clients dans ses bases de données avec des cartes de fidélité et autres. Et en fait, j'ai intégré une équipe data où là, l'idée, c'était de travailler sur plusieurs sujets, tous autour du marketing. Donc, fidéliser les clients, par exemple, essayer de faire de la prédiction des ventes. Regarder aussi pourquoi les clients partaient à la concurrence. Regarder si on pouvait pas les pousser à l'achat quand ils venaient sur le site internet. Donc, typiquement, s'ils regardaient un produit en particulier, est-ce qu'on ne pouvait pas leur pousser par mail ensuite un bon d'achat pour essayer de faire en sorte qu'ils concrétisent leur achat. Enfin, voilà, c'était beaucoup de sujets très divers et variés, mais tous tournés autour du client finalement. Mais là, du coup, tu disais que tu bossais, cette entreprise, c'était dans l'automobile, c'est ça?
Tout à fait. Quand tu es passé chez Econocom, qui était beaucoup plus orienté 100% data, quoi, c'était assez différent quand tu as intégré ou c'était après les projets étaient restés assez semblables? Non, honnêtement, la data science, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on peut l'appliquer à tous les domaines. Donc, typiquement, moi, j'ai fait mon stage chez Total, donc milieu très industriel. Par la suite, enfin, j'ai développé plusieurs projets, donc que ce soit dans le marketing pour des industries ou autres. Euh, Finalement, les statistiques et on va dire les algorithmes qui sont derrière, ils restent pardon, mathématiques. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le cœur du métier. Après, c'est vrai que pour le marketing, il faut avoir une notion un petit peu plus business et bien comprendre les enjeux, typiquement le retour sur investissement et autres. Et ça se mesure beaucoup plus facilement que dans le reste, enfin dans les autres domaines. Ouais, je vois. Et par exemple, là, il y a quelqu'un qui nous pose la question, si en fait, elle nous demande là, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui essaye de percer dans ce domaine-là, enfin dans la data science, pas forcément dans le conseil ou dans l'automobile ou peu importe, mais dans un autre. Alors, il y a énormément de cours disponibles en ligne, Ouais. de MOOC qui traitent de tous les sujets de la data science. Alors, c'est vrai que la data science, c'est très large. Ça regroupe beaucoup de, comment dire, de qualités, de notions, en fait, qu'il faut savoir intégrer. Mais pour avoir une vision globale, enfin, c'est vrai que moi, je conseillerais de travailler sur tous les MOOC qui y a en ligne. Il y en a énormément. Le sujet est vraiment d'actualité. La data science, le big data, voilà, on entend beaucoup parler et du coup, il y a beaucoup de choses qui se développent dessus. T'as pu en suivre en parallèle de tes études ou pas du tout? Alors, pas en parallèle de mes études. Par contre, là, typiquement, en ce moment, je suis un cours sur Coursera autour de la plateforme Google Cloud Platform. D'accord. Et voilà, donc, enfin, on est obligé finalement, avec toutes les technologies, tous les outils qui sortent, de vraiment de suivre tous ces cours et puis voilà, de se mettre à niveau et puis de rester toujours en veille. Mais justement, c'est quoi les autres moyens par lesquels tu restes en veille technologique en dehors de la formation, genre des MOOC, etc. Alors, moi, c'est vrai que typiquement, tous les matins, je regarde un petit peu toutes les news qu'il y a autour de la data science, du big data, tout ce qu'il peut y avoir comme articles qui sont partagés aussi sur mes contacts via LinkedIn. Ça me permet de voir un petit peu tous les sujets sur lesquels la data science est appliquée. Alors, forcément, ça me sert pas tout de suite au jour le jour, mais voilà, c'est des idées que je prends en fait et que je pourrais utiliser ou qui pourraient m'amener d'autres idées par la suite. Donc, c'est vrai que je me nourris vraiment de l'information pour pouvoir être toujours dans l'actualité finalement. Ouais, je vois. Et les articles LinkedIn, tu avais d'autres blogs ou d'autres conseils sur comment rester en veille technologique? Alors, outre les articles LinkedIn, moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de sites que je suis, notamment le site pardon, lebigdata.fr et Usine Digitale. C'est vrai qu'ils sortent pas mal de nouveautés autour de la data science et un petit peu plus large sur le big data, la data visualisation et autres. Souvent, il y a des cas concrets en entreprise, donc ça peut être sympa. Il y a aussi tout ce qui est les gros forums, entre guillemets. Là, je sais qu'il y a le salon du Big Data à Paris qui va arriver en mars ou avril. Je ne sais plus exactement la date. Mais là, typiquement, c'est aussi un moyen de rencontrer les entreprises, voir ce qu'elles font. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de démonstrations, il y a beaucoup d'ateliers, etc. Et de voir ce qu'elles font, ce qu'elles ont mis en place, mis en production, ça peut en fait créer des pistes à mettre en place chez nous, quoi. Ouais, pour toi, c'est important quand tu te formes, les cas concrets, les cas pratiques, etc. Oui, honnêtement, c'est vraiment la base parce que la data science et le big data, comme je disais, c'est vraiment deux notions, c'est des mots-clés finalement. Tout le monde en parle, mais vraiment tout le monde. Et en fait, quand on creuse un peu, il y a très très peu de personnes qui l'ont industrialisé, qui l'ont mis en production. Alors, tout le monde peut le toucher, voilà, un petit peu de son côté derrière son ordinateur, mais concrètement, dans une entreprise, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est mis en place? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont faites? Là, c'est un vrai sujet. Ouais, d'accord, ok, je vois. Et là, il y a quelqu'un d'autre, par exemple, qui nous demande quelle technologie faudrait-il absolument connaître pour data scientist pour se former. Alors, je dirais qu'il y a deux langages déjà.
sur lesquels un data scientist peut difficilement se passer. C'est soit le langage R, soit le langage Python. Ce sont en fait deux langages qui permettent de programmer, de mettre en place des algorithmes statistiques. Donc là, les deux, souvent, c'est vraiment un prérequis nécessaire dans la data science. Ouais. Est-ce qu'il y en a un des deux en particulier que toi, tu préfères Alors, moi, j'ai une légère préférence pour R parce que c'est vrai qu'on a eu 60-70% de nos TP quand on était à l'école qui étaient sur ce langage. Donc, forcément, voilà, je l'ai un petit peu plus utilisé. Par contre, c'est vrai que là, typiquement, en entreprise, on n'utilise que Python avec notamment Google. Donc, il faut s'y mettre. Quand on connaît l'un, honnêtement, passer à l'autre, c'est moins compliqué. Hein. Mais voilà, il faut un peu jongler. D'accord. Et justement, donc tu parlais du passage de l'école à l'entreprise. Est-ce que c'était compliqué pour toi en termes de technologie, en termes de logiciels, etc., ou tu avais déjà tout vu à l'école, ou est-ce qu'il y avait plein de trucs que tu as appris sur le tard? Alors, la majorité des logiciels que j'ai pris en main, c'est vraiment en entreprise, selon les clients finalement, selon les entreprises par lesquelles je suis passée. Qui me pose la question, comment coder avec Python en open source et pas en Microsoft? Enfin, en Google. En fait, les langages de Python sont des langages qu'on peut utiliser. Par contre, ce qui est bien et même recommandé, c'est d'avoir une interface pour pouvoir les utiliser. Donc, typiquement pour R, l'interface que tout le monde utilise quasiment et tout le monde connaît, c'est RStudio. Pour Python, il y a plusieurs interfaces. Il y a Jupyter, il y a Rodeo. Et voilà, ça permet d'être plus facilement en fait manipulable. Ouais. Et nous, du coup, je notais ça. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande est-ce que, ah oui, ça c'est une question qui revient assez souvent de manière générale, mais est-ce que pour toi c'est une bonne possibilité quand on veut se lancer dans la data de commencer data analyst et par le fait d'apprendre sur le tard, etc., de passer data scientist? Oui. En fait, la différence vraiment entre data analyst et data scientist, c'est que le data analyst va être davantage sur les analyses. Donc, ça va être les analyses statistiques, les analyses via la data visualisation, versus le data scientist où il a cette notion un petit peu plus informatique, un petit peu plus big data ou base de données traditionnelle, hein, et un petit peu plus business. Ouais. Donc, le passage en tant que data scientist peut vraiment permettre de mettre un pied dedans et de s'ouvrir en fait sur ce monde autour de la data, quoi. Mais les connaissances métiers, quand même, restent importantes pour toi. Et par exemple, quand tu bossais avant dans l'automobile, si tu n'avais pas une connaissance sur le secteur automobile, c'était un peu compliqué pour bosser sur le projet. Oui, c'est ça. En fait, la vraie connaissance métier, elle est importante parce qu'elle permet de comprendre la problématique qu'il y a derrière. Si on n'arrive pas à assimiler concrètement quel est le problème et comment on va pouvoir améliorer, on pourra faire des statistiques, mais enfin ça ira jamais dans le bon sens et puis ça servira à rien finalement. Ouais, c'est sûr. Et là, du coup, il y a quelqu'un d'autre, par exemple, qui nous demande sur tous les outils statistiques, etc., si beaucoup d'entreprises se tournent aussi vers le deep learning ou pas, ou ça reste... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le machine learning parce que c'est grosso modo la valeur ajoutée de la data science. Le deep learning, ça reste concrètement, ça se met en place doucement dans les entreprises. Après, c'est vrai qu'il faut avoir les données nécessaires pour faire du deep learning, tout simplement. Toutes les entreprises ne sont pas à ce stade finalement. Et c'est plutôt en phase de recherche et développement, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, tu peux nous réexpliquer un petit peu la différence entre machine learning et deep learning? Oui, bien sûr. Alors, pour faire très simple, le machine learning, ça va être tout ce qui est apprentissage. Donc, on peut très bien faire du machine learning sur des bases de données relationnelles, donc c'est-à-dire des bases de données avec des informations clients. On peut faire du machine learning pour simplifier, sur des fichiers CSV.
versus le deep learning où là, on va utiliser plutôt des réseaux de neurones. Ça va être un petit peu plus compliqué et l'apprentissage va se faire par lui-même. Donc, le deep learning, il est pas mal utilisé sur tous les, entre guillemets, nouveaux supports, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo, son, image, tout ce qui est… Enfin voilà, ces supports qu'on n'arrivait pas traditionnellement à exploiter et qui maintenant permettent d'apporter de l'information. Ouais. Et toi, par exemple, t'as déjà bossé sur des projets deep learning ou pas dans tes expériences? Oui, alors j'en ai fait un qui était très intéressant où justement c'était de la reconnaissance en fait d'une vidéo qui permettait de détecter finalement le type de d'essayage qu'on faisait en cabine. En fait, D'accord. c'était une marque de prêt-à-porter qui voulait mettre en place un petit peu l'essayage 3D, enfin virtuel. Et donc, du coup, l'idée, c'était de capter en fait la personne et de lui positionner finalement les vêtements qu'elle choisissait pour pouvoir voir si ça allait ou ça allait pas. Ah, c'est marrant, c'est sympa de dessus. Ça va être sympa. Il y a Maxime aussi qui nous demande quelque chose là. Est-ce que la partie data visualisation est importante? On parlait tout à l'heure justement. Oui, alors moi je la trouve très très importante pour deux choses. La première pour la partie exploration des données. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup l'utiliser parce que je trouve ça plus simple. Enfin voilà, pour tout ce qui est exploration, c'est un petit peu plus simple que de manipuler des bases de données classiques. Oui, Et là où je trouve qu'elle a vraiment de la valeur ajoutée, c'est pour expliquer les résultats finalement. En face de nous, on n'a pas forcément des personnes qui maîtrisent les statistiques. Enfin voilà, le machine learning, la data science, pour eux, c'est peut-être un petit peu flou. La data visualisation, ça permet d'avoir un graphique en face de ce qu'on est en train d'expliquer. Ça permet de mettre une image sur des mots. Et je trouve que c'est vraiment pertinent. ouais. Et du coup, par exemple, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations où tu présentais tes résultats, par exemple des données brutes, et vraiment, c'était pas compris d'une audience ou quoi? Honnêtement, actuellement, je suis surtout sur des projets en fait où les interlocuteurs, c'est pas des personnes qui sont dans la data science, ça va être plutôt des personnes qui ont des postes enfin qui sont plutôt hauts et donc du coup ils mettent pas vraiment les mains dedans. Donc forcément, quand je commence à rentrer un petit peu dans le dur en leur expliquant ce que je fais en termes d'algorithme, quel type de statistiques il y a derrière, etc. Ça leur parle pas du tout. Eux, ce Ouais, qui les intéresse, c'est d'avoir un tableau de bord avec une visualisation où ils vont pouvoir regarder visuellement que oui, la prédiction, elle fait ça, que oui, un cluster, c'est ça. Enfin, voilà. ouais, d'accord. Ok, super. Et du coup, alors là, il y a Sarah qui nous demande dans quelle école t'étais. Alors oui, elle te fait un petit peu répéter, mais peut-être que Oui, alors moi, j'ai fait Ouais. Polytech Lyon avec Ok, une option, en fait, mathématiques appliquées et modélisation. ok. Donc, très statistique. Ah oui, effectivement, ouais. Et alors, par exemple, quand tu as un autre background, quand tu as un background un peu différent de 100% data, enfin, quand t'as pas fait des études de stats ou de maths appliquées ou quoi, est-ce que c'est simple? Par exemple, là, il y a Alex qui nous demande si, parce que lui, il a un background en biologie, est-ce que c'est possible pour lui de se reconvertir en tant que data scientist? Et ben justement, là, l'avantage de passer par la case de data analyst, ça va Ouais, être justement d'un petit peu voir la partie statistique qu'on peut mettre en place typiquement dans la bio, c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien acquis euh, tous ces prérequis en statistique, en visualisation et autres, le passage en tant que data scientist sera d'autant plus simple. ok, ok. Donc pour toi, le différent de background du genre bio ou peu importe, business, etc. C'est pas un souci pour toi si on veut enchaîner dans une carrière un peu plus. Non, 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 parce que comme je le disais, en fait, la data science, c'est vraiment, on peut en faire dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du marketing, mais après, on peut en faire typiquement en bio, on peut en faire dans le domaine de la santé, du sport, de l'industrie. Enfin voilà, on peut en faire partout. Et donc, si on arrive à suffisamment faire d'analyse, de statistiques dans son domaine, on peut après basculer plutôt côté data scientist. Ouais. Euh, Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui nous demande, comme beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises effectivement qui demandent des diplômes d'ingé option data science ou big data pour postuler à des offres. Est-ce que du coup en école de commerce c'est possible? Donc tu nous disais que oui, mais est-ce que par exemple en marketing ou en finance ce serait plus simple que si on était purement en com par exemple ou d'autres.
Alors, c'est vrai que les diplômes, là, pour être, entre guillemets, data scientist, ils commencent un petit peu à émerger. Typiquement, il y a certaines écoles d'ingénieurs qui mettent des filières en data science. Et je sais qu'il y a certaines écoles de commerce qui le font aussi. Je pense notamment bon, à l'EM Lyon, parce que c'est vrai que je suis basée à Lyon, donc j'en entends parler. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines écoles, en fait, qui commencent vraiment à se spécialiser avec des masters ou autres. Donc, c'est d'autant plus simple, en fait, de passer par là pour pouvoir aller ensuite sur un poste de data scientist. Ouais. Et tu nous parlais aussi de la formation que tu faisais dans ton entreprise, enfin, que tu étais responsable d'un peu de formation, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'autant plus important maintenant que la formation en data science, enfin, ça commence à prendre de la tête, tu vois? Alors pour moi, ce qui est important en fait, c'est surtout de partager entre guillemets hein, et puis très modestement mon savoir sur les formations que je peux donner. Donc c'est vrai que moi j'aime bien, enfin voilà, donner des cours en école, intervenir sur ce genre de sujet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on a toujours tendance à penser que la data science, le big data, c'est quelque chose réservé, et, enfin voilà, une niche de personnes, que c'est très compliqué, que tout le monde, enfin voilà, c'est quelque chose de très obscur. Et puis finalement, moi j'aime bien un petit peu démystifier tout ça. Ouais, c'est bien de vouloir visualiser. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous demande si c'est important, quel est le ratio, enfin le différentiel entre enfin comment tu trouves toi dans tes projets la différence entre l'aspect plus technique et l'aspect plus opérationnel, fonctionnel. Je dirais que c'est 50-50. Ouais. Honnêtement, la partie opérationnelle, on en a besoin, tout simplement pour essayer de comprendre les enjeux, le besoin, ce qu'on doit faire, etc. Et aussi parce que, on va pas se mentir, quand on a des projets, on reçoit des données, et souvent ces données, elles sont pas propres. Mm. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire sur la partie un petit peu nettoyage de données, jointure de ces données, etc. Ça reste quelque chose qui techniquement n'est pas très compliqué, mais qui finalement prend pas mal de temps. Ouais. Donc voilà, on y passe du temps sur la partie opérationnelle, même si on aimerait bien être que sur le technique finalement. Et alors là, il y a quelqu'un d'autre qui te demande les différences entre ces métiers-là, parce que j'imagine que vous êtes énormément dans tous ces départements data chez Econocom. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les différences entre les différents métiers, data analyst, data analyst, data scientist, pardon, tu nous en as déjà parlé, mais data engineer notamment. Oui, alors il y en a, enfin moi j'en vois quatre. Donc il y a data analyst, data scientist, data ingénieur et data architecte. Mhm. Donc data architecte, ça va vraiment être celui qui, l'architecte des solutions, donc que ce soit dans le cloud ou sur plus voilà pour tous les outils big data. Là, c'est lui qui va construire en fait l'écosystème sur lequel on va stocker les données. Le data ingénieur, il va plutôt être l'interface entre le data scientist et le data architecte. Lui, il va essayer de paramétrer, d'un peu plus mettre en forme, et du coup, il va essayer d'optimiser si possible. Mhm. Le data scientist, donc du coup, lui, il va être vraiment sur la partie analyse, récupération des données sur les architectures, Ouais, et sur la partie restitution. Et du coup, le data analyst, lui, il va être vraiment sur les analyses de fond d'accord. et aussi un petit peu sur la restitution. Du coup. Ouais. Et vous êtes combien du coup en tant que data scientist chez Econocom? On doit être 6. Ouais, d'accord. Ok. Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui nous demande s'il faut apprendre, tu parlais de Big Data tout à l'heure, s'il faut apprendre à utiliser les plateformes cloud. Alors, apprendre à utiliser, comment dire, pour moi, le data architecte, c'est vraiment celui qui va les maîtriser à 100%. Mhm. Nous, notre rôle, ça va être de savoir récupérer les données sur ces plateformes, tout simplement. Donc, les connaître, c'est déjà très bien. Savoir un petit peu ce qu'elles font et les données qu'on peut y stocker, c'est aussi bien. Et puis, savoir récupérer de données, ça peut être pas mal. D'accord. Après, c'est vrai que ces plateformes, souvent, on peut pas les utiliser gratuitement. Donc, c'est un peu compliqué de s'entraîner si elles sont pas mises en place déjà par son entreprise, son école ou autre, parce que c'est un peu compliqué à configurer, mine de rien. Ouais. Toi, tu en utilises une ton environnement professionnel? Alors, avant, on utilisait Microsoft Azure. Mm. Et là, on est passé sur Google Cloud Platform. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils Big Data, de Spark, etc.? Oui. Alors, on appelle déjà,
grosse définition du big data parce qu'on n'a pas tous la même, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, le big data, c'est tout simplement les gros volumes de données, mais qui ont une structure qui est finalement non structurée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des fichiers Excel classiques, mais on est plutôt sur des données de type vidéo, images, son, langage, etc., qu'il faut exploiter. Donc, du coup, toutes ces données, ces gros volumes de données, il faut les stocker quelque part. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, que ce soit sur le cloud ou sur des plateformes. C'est vrai que le cloud marche beaucoup en ce moment, parce que ça permet d'utiliser en fait ces données et de payer juste quand on les utilise. Donc, financièrement, c'est très avantageux pour les entreprises. Et en fait, il y a tout un écosystème autour du big data qui est assez énorme, avec beaucoup de briques différentes, dont beaucoup sont open source, mais voilà, qui se créent et qu'il faut en fait emboîter les unes un petit peu par-dessus les autres selon son besoin et selon l'utilisation des données qu'on veut en faire derrière. Oui, c'est ça. Tu parlais par exemple tout à l'heure il y en avait qui étaient un petit peu onéreuses. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a une petite entreprise qui a un petit peu de mal avec pas énormément de moyens, quoi? Alors typiquement, on n'est pas obligé de stocker tout sur des plateformes qui sont très coûteuses. Ça dépend vraiment de ces données. Si on a des données type données clients, enfin une base de données classique SQL, ça peut largement suffire. Okay. Et c'est vrai que dans le marketing notamment, comme souvent on a des données autour du client qui sont très structurées, enfin, voilà, c'est un fichier avec des lignes, des colonnes, on se retrouve avec des données qui sont dans des bases de données relationnelles classiques. Et donc c'est pour ça que maîtriser le SQL quand on est data scientist, c'est un vrai plus parce que dans le marketing, on est obligé d'y passer, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande, qui nous parle de librairie Python, donc scikit-learn, TensorFlow, etc. Toi, lesquels tu utilises? Alors moi, j'utilise pas mal scikit-learn. Après, tout ce qui est Panda, NumPy, pour pouvoir manipuler les données, c'est vraiment les deux basiques. Ouais, d'accord. Alors, une question un peu plus générique, on va dire. Mais est-ce que tu as déjà vu le différentiel entre grandes et petites, entre grandes et petites structures au niveau du département data? Toi, quand tu bossais, si tu as déjà bossé dans des plus petites structures? Alors, j'ai déjà bossé dans des structures plutôt moyennes, on va dire, pas petites. Après, honnêtement, les problématiques sont souvent les mêmes. Et en termes de données, ce qui est assez terrible, c'est que qu'on soit dans une petite ou une grande structure, malheureusement, les données, elles sont rarement clean, en fait. Ouais. On a tendance à penser que voilà, une plus grande structure, il y a des choses qu'ils ont mis en place pour récupérer des données propres, avec voilà, des choses très carrées, etc. Et honnêtement, c'est pas toujours le cas. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un d'autre qui me demande si tu as déjà été amené à travailler avec d'autres équipes à l'international. C'était pas compliqué de bosser. Eh ben, jamais pour le moment. Ouais. Et du coup, quand Econocom t'a recruté au début, c'était quoi les besoins, les besoins de la boîte? Alors en fait, il y a Econocom, ils ont une partie service et l'idée c'est qu'en début 2018, ils ont créé un pôle vraiment axé data science qui souhaitait en fait faire évoluer. Donc quand je suis arrivée, il y avait seulement 2 data scientists et l'idée voilà de construire un petit peu l'offre autour de la data science et du big data et de pouvoir un petit peu voir ce qui était possible de faire. Sur la région lyonnaise, c'est vrai que ça prend beaucoup la data science. On a beaucoup de clients, mine de rien, qui ont des entreprises et leurs sièges sociaux ici. Donc voilà, il y a énormément de sujets et l'idée c'était de s'implanter aussi sur ces sujets, quoi. Ouais. Et c'est lesquels justement les sujets qui reviennent très très souvent chez tes clients de manière générale? Alors souvent les besoins, ils sont autour de l'exploitation de leurs données. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que les entreprises, il faut un petit peu les guider parce qu'elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles savent qu'elles ont un besoin. Par contre, derrière, comment arriver à résoudre ce problème ou comment essayer de faire mieux, c'est vraiment à nous de les aider, de les guider et de voir avec eux sur quel sujet on pourrait avancer. Ouais. Et par exemple, c'est elles qui sont force de proposition. Enfin, c'est vous qui êtes force de proposition. C'est elles. Non, c'est plutôt nous qui sommes force de proposition. En fait, on intervient vraiment
Ben voilà, pour les aider sur des petits sujets très précis, pour leur montrer qu'on peut apporter de la valeur et qu'il y a un vrai intérêt derrière. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, voilà, c'est pas parce qu'on leur parle de data science qu'elles veulent se lancer et puis qu'elles lancent des projets à plusieurs millions, hein. Ouais, L'idée, c'est de passer par des proof of concept, donc lancer des petits sujets à droite à gauche sur plusieurs semaines, par exemple, de regarder si ça fonctionne, si ça prend, si on voit une amélioration, et puis de construire un petit peu comme ça, étape par étape. d'accord. Ok. Et par exemple, dans les projets marketing, c'est les marketeurs qui te donnent ces projets-là, ou c'est plus les data scientists avec leur reconnaissance continue aussi, ou peu importe, qui te disent, bah, moi je pense que ce serait intéressant de bosser là-dessus, par exemple sur des problématiques de prédiction d'achat ou peu importe. Alors souvent, c'est le marketing qui a des vraies problématiques très spécifiques et qui du coup souhaite améliorer soit leur taux de conversion, soit leurs recommandations, enfin des sujets très précis. Euh, Après, parfois, le marketing, c'est vraiment les premiers en fait à mettre en place dans les grosses entreprises ce qu'on appelle des data labs avec justement tout un écosystème autour de la data et des personnes référentes dans le domaine pour Ouais. pouvoir bah voilà, répondre à tous leurs sujets et leurs problématiques parce que c'est vrai qu'ils en ont beaucoup et ainsi être plus performants. Ok. Ok. Là, il y a quelqu'un qui nous demande, donc pareil, un peu plus sur le carrière, parcours, etc. Est-ce que tu connais dans ton équipe chez Econocom des gens qui ont un parcours plus business ou ingé qu'un parcours ingé, maths, etc. Enfin, plus business, en tout cas. Alors on a une personne qui a fait de l'économétrie. Ouais. Donc un petit peu, voilà, c'est la seule qui a pas fait une école d'ingénieur avec une orientation plutôt statistique, Ouais. mais euh, mais ouais, c'est la seule. D'accord. Ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous demande ici, qu'est-ce que tu fais quand t'as un volume de données qui n'est pas assez grand? Eh ben, ça arrive très souvent. Euh, les entreprises, en fait, elles n'ont pas forcément beaucoup de données, hein, et puis souvent, on se restreint nous aussi sur des périmètres pour montrer que voilà, sur un petit périmètre, ça peut marcher, donc on va pouvoir passer sur un plus gros périmètre. Ouais. Mais en fait, les statistiques, on parle beaucoup de data science et on a tendance à associer ce mot en fait avec big data. Mais en fait, finalement, la data science, c'est des statistiques et des statistiques, enfin, on en fait depuis toujours, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des gros volumes de données. On peut en faire sur des petits jeux de données. D'ailleurs, il y a pas mal enfin, d'exemples sur des jeux de données très classiques, typiquement les données du Titanic ou des jeux de données sur R qui sont gratuits, sur lesquels on est sur vraiment des petits jeux de données et puis les Ouais. statistiques marchent très bien, hein. D'accord. Et là, justement, tu parles de Titanic, des trucs qui reviennent assez souvent. Est-ce que tu peux nous parler des questions en entretien qui reviennent aussi souvent en entretien? D'accord. Alors, outre les questions classiques d'entretien, c'est vrai que souvent, c'est des questions très techniques. Donc, Mhm. typiquement, de décrire un petit peu ce que c'est le machine learning, les différentes familles de machine learning, de vraiment détailler les expériences. Parce que c'est vrai, comme je le disais, data scientist, c'est un peu un mot que tout le monde met sur son profil LinkedIn. Ouais. Alors que quand on creuse derrière, enfin voilà, peut-être ils ont essayé de jouer avec deux, trois jeux de données et de lancer deux, trois algorithmes. Mais Ouais. quand on regarde plus précisément sur les missions qu'ils ont pu avoir, les choses qu'ils ont mis en place, ça reste très light. Et donc, en fait, enfin, je trouve que les recruteurs, ils essayent vraiment de décortiquer ce qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Et ils te font passer des tests aussi ou au-delà juste de l'entretien oral? Non, honnêtement, j'ai jamais eu de test technique à passer lors de mes entretiens. Ok. Ok, ok. Intéressant. D'accord. Ok, bien, génial. Et alors, une question aussi, est-ce que pendant tes études, du coup, il y avait eu des problématiques métiers ou des partenariats avec des entreprises sur lesquels que tu avais eu pour, Oui, oui. sur des projets, enfin des vrais projets, je veux dire, en Ouais, école. on avait eu des projets en fait qu'on avait en fil rouge finalement avec des entreprises ou des sujets très spécifiques sur lesquels on devait avancer en parallèle des cours et Mm. sur lesquels en fait on se faisait la main avec des choses plus concrètes que voilà les TP où au bout de 2 heures on passait à autre chose, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui nous parle de web scrapping, si ça fait partie de tes compétences. Oui, tout à fait. Après, le scrapping, c'est bien. Je sais que moi, j'en ai fait une fois pour un de mes clients, mais c'était pas forcément enfin, pas très légal, on va dire. Je sais, on n'a pas creusé la partie légale sur ce point, mais je suis pas sûre que ça se fasse beaucoup. Mais en Ouais. fait, ça marche pas mal. Notamment, les entreprises, comment dire, elles se surveillent entre guillemets entre elles, notamment
pour tout ce qui est les prix. Donc typiquement Carrefour peut-être scraper Auchan pour voir si sur tel produit ils ont le même prix ou s'ils sont beaucoup plus chers, beaucoup moins chers. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est utilisé. D'accord. Et tu nous parles de l'aspect, tout l'aspect légal, etc. Est-ce que le RGPD, pour toi, quand c'est rentré en vigueur, ça a beaucoup changé dans les projets ou dans toute la mise en place? Alors, c'est vrai que le RGPD, là, on commence à le voir, notamment sur le projet avec le client parisien. On a utilisé donc tout ce qui était les données des employés, comme je disais, pour vraiment déterminer un petit peu les usages de leur ordinateur enfin voilà, les usages de leur ordinateur. Nous, on a vraiment veillé à ne pas utiliser tout ce qui pouvait être donné, qui permettrait de déterminer quel employé c'était, donc typiquement la date de naissance. Ouais. C'est vrai qu'on a fait toute une partie anonymisation de ces données avec le service juridique de cette entreprise. Enfin voilà, c'est assez contraignant mine de rien parce que ça reste très long. En plus, c'est le début, donc c'est un peu compliqué cette partie. Ouais. Alors là, il y a quelqu'un qui nous parle d'IA, enfin encore une fois des termes assez génériques qu'on emploie assez souvent entre IA et data science. Est-ce que tu fais une vraie différence entre les deux? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une petite partie finalement de la data science. La data science, pour moi, c'est vraiment très large. Ça regroupe toute la partie machine learning, deep learning, donc intelligence artificielle, la partie data visualisation, et ce genre de choses, quoi. Ouais. Et l'intelligence artificielle, pour toi, c'est très, très spécifique. Oui, c'est très spécifique. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec le deep learning et les réseaux de neurones. C'est en train comment dire, d'émerger dans le sens où on en entend beaucoup parler. Après, c'est vrai que les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui reste, mine de rien, assez ancien, entre guillemets, et qu'on avait du mal finalement à mettre en place avant qu'il y ait toutes ces données un petit peu plus complexes à utiliser. Et là, c'est vrai qu'on parle un petit peu plus d'intelligence artificielle, mais enfin, pour moi, on a tendance un petit peu à surgrossir le mot, en fait, par rapport aux actualités, par rapport à ce que ça fait finalement. Ouais, je vois. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande là justement, encore une fois, un parallèle entre big data et data science. Alors, big data, c'est vraiment la partie données, donc la partie stockage, la partie utilisation des données. Donc, comme je disais, on peut avoir des données structurées, non structurées, des données qui sont des fichiers Excel, des données qui sont plutôt des vidéos, l'exploitation de fichiers son, de photos, etc. On est vraiment sur voilà le stockage de la donnée versus la data science, c'est plutôt l'exploitation de ces données. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui a un peu peur de se lancer ou qui veut se lancer, mais qui sait pas trop par où commencer? Là, il y a justement quelqu'un qui nous demande comment se former, si c'est par un master, par un bootcamp, par des cours en ligne, par l'auto-formation. Enfin, il y a pas mal de choses. Alors, oui. On a beaucoup de chance dans le sens où il y a énormément de demandes sur les postes de data scientist et il n'y a pas assez de profils. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, le métier est assez jeune, donc du coup, il y a un vrai manque de profils et pas seulement à Paris, à Lyon, je sais que c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, faut pas hésiter à se lancer. C'est un petit peu le bon moment là de passer. Il y a énormément de documentation, de choses sur Internet. Donc les bootcamps, les compétitions type Kaggle, tout ce qui est MOOC. Enfin voilà, les Coursera. Enfin voilà, il y a énormément de choses pour monter en compétence de son côté et pouvoir mettre ça à profit lors d'entretien. Ouais. Alors pourquoi? Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit aussi, tu parles de data visualisation, de tous les métiers, etc. Est-ce que enfin, dans quel métier, à proprement parler, la data visualisation, je pense que la personne est plus orientée data vis, mais dans quel métier, à proprement parler, tu auras plus de data vis que dans d'autres? Alors, la data visualisation, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu, on va dire entre guillemets, experts de la data visualisation. Ça se faisait beaucoup, enfin d'ailleurs ça se fait toujours, hein, beaucoup dans tout ce qui est informatique décisionnelle. Donc un petit peu entre guillemets l'ancêtre de la data science. Donc ça se fait énormément avec tout ce qui est tableau de bord, enfin voilà, suivi des ventes, suivi
tout ce qu'on veut finalement. Après, c'est vrai que la data visualisation, comme je le disais, on peut l'utiliser partout, que ce soit sur la partie et la phase un petit peu plus exploration de données ou la phase un petit peu restitution des résultats. Et quels outils en particulier? Alors, il y en a 4-5 sur le marché. Donc, dans l'informatique décisionnelle, le leader, entre guillemets, c'est Qlik. Mm. Ensuite, il y a Tableau. Ouais. Il y a TIBCO Spotfire. Il y a Power BI chez Microsoft qui a pas mal explosé là ces derniers mois parce que avec Office 365, on a la possibilité d'avoir cet outil gratuitement. Donc c'est vrai que les entreprises qui ont déployé Office 365, c'est tout bénef pour leurs employés. Et nous, typiquement chez Econocom, on a le produit qui s'appelle BI-Board, qui est un outil de restitution aussi, de data visualisation comme les autres. Ouais, d'accord. Et alors, on me demande aussi les métiers. Comment tu vois le métier de data scientist? Comment tu le vois évoluer? Évoluer? Oui, Alors pour moi, comme je le disais, c'est vraiment un métier en plein essor. Donc on a l'avantage d'être beaucoup sollicité et d'avoir des projets très très intéressants. Et en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a souvent tout à mettre en place. Donc on part quasiment de rien. Donc on peut vraiment voir en fait ce qu'on construit de zéro au résultat final. Et je trouve ça d'autant plus gratifiant en fait. ouais. Parce qu'on nous demande en parallèle si tu penses pas que ça va être un peu comme une bulle qui est grossie, grossie et qui va finir par être éclatée. Non, parce que pour moi, honnêtement, on appelle, on appelle ça data scientist maintenant. Il y a 10 ans, c'était les data miners. Finalement, Oui, la base, enfin vraiment la base de ce métier, c'est les statistiques. Et les statistiques, on en fera toujours. ouais. Et toi, donc toute la base statistique, euh, tu conseillerais à quelqu'un de l'apprendre comment, par quel moyen? Parce qu'il y a plein de trucs dont on a parlé, mais la base statistique en tant que telle. Ouais, pour moi, les MOOC, honnêtement, c'est la meilleure manière de mettre les mains dedans, de bien les comprendre et puis de pouvoir les mettre en application. Donc souvent, il y a des MOOC qui sont soit orientés langage R, soit orientés langage Python. Donc Ouais, c'est un petit peu plus intéressant que d'avoir que des statistiques et voilà, de faire ça avec son papier, son crayon. Là, on va pouvoir le mettre en place, voir un petit peu ce que ça peut donner avec des résultats. Donc c'est un petit peu plus sympa. ouais, ouais, c'est sûr. Encore une fois, comme on parlait tout à l'heure des projets d'application, c'était important. Tu parlais aussi d'informatique décisionnelle tout à l'heure, Oui. ancêtre, etc. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler, même si c'était à l'ancienne, entre guillemets, mais ça peut être intéressant d'en parler. Oui, alors l'informatique décisionnelle, il y en a encore beaucoup dans les entreprises. Souvent, elles sont plutôt dans le périmètre de la DSI, donc la Ouais, direction des systèmes d'information. Et en fait, là, l'idée, c'est d'être à la fois tout ce qui est gestionnaire des bases de données, de tout ce qui est justement tableau de bord, dashboard sur les outils de data visualisation pour faire des suivis, donc des suivis des ventes, des suivis pour les directeurs financiers, etc. Donc ça reste des métiers qui perdurent, mine de rien. ouais. Et toi, tu utilises toujours, par exemple, alors là, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui nous demande là la place des femmes dans la data science. Totalement autre sujet. Non, non, c'est un très bon sujet. Honnêtement, quand j'étais déjà en école d'ingénieur, j'étais en minorité, hein, on Ouais, était deux sur notre promo, donc c'est rien du tout. Là, pareil, en entreprise, on est deux femmes. Donc, ouais, dans la practice data, c'est vrai qu'on est en minorité, mais mine de rien, ça fait notre force parce que voilà, on a aussi nos atouts et puis ça fait du bien aussi d'avoir une parité là-dedans. Donc, ouais. C'est clair que ça fait plaisir d'avoir une variété. Mais quand tu as commencé, par exemple, dans tes études, au début et à la fin de tes études, tu avais vu une différence? honnêtement, ça a toujours été constant. J'ai fait un bac S avec une option sciences de l'ingénieur, donc déjà j'étais toute seule dans ma classe. Donc ça a toujours été en fait comme ça finalement. Ouais, Ouais. ok. Les métiers scientifiques de manière générale, mis à part tout ce qui est biologie, enfin ce genre de choses, c'est vrai que ça attire peu les Ouais. filles, malheureusement. Mais bon, j'espère que ça va changer, hein. Mm. Bon, on va commencer on va prendre les dernières questions là. C'est une question intéressante. Quels sont pour toi les 5 use cases
de comment la data science peut contribuer de valeur ajoutée quelconque en marketing. Alors, pour moi, il y a… Bon, alors je les donne pas dans l'ordre, hein. Mais déjà, la recommandation de produits, ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. On le voit partout, hein. On va sur Amazon, en bas, on a les autres utilisateurs ayant regardé le produit ont aussi acheté. Et voilà, souvent, c'est quelque chose qui est susceptible de beaucoup vous intéresser, que vous allez ajouter dans votre panier. Donc, du coup, pour concrétiser l'achat, ça marche pas mal. Il y a aussi tout ce qui est fidélisation des clients. Donc, leur proposer voilà des codes de réduction, des bons d'achat, enfin voilà, regarder quand ils vont sur notre site et puis leur envoyer un rappel pour dire que typiquement le pantalon qu'ils regardaient, il va passer en réduction. Il y a aussi tout ce qui est prévision des ventes sur un produit en particulier. Moi, typiquement, j'avais travaillé sur la prévision des ventes des batteries automobiles. Donc là, c'était un vrai sujet parce que les batteries automobiles, typiquement, on a tendance à les changer plutôt en hiver. Parce que à cause voilà, du froid, des températures qui baissent, les batteries ont tendance à lâcher. Et donc, l'idée, c'est de prévoir au jour le jour, est-ce qu'on avait assez de stock versus la demande. Donc là, ça peut être intéressant parce que voilà, on est sur une vraie prédiction. Et l'idée, c'est d'être toujours opérationnel sur ce produit et de pouvoir au mieux satisfaire le client. Ensuite, on a tout ce qui est churn, attrition, c'est-à-dire prévenir le départ d'un client vers la concurrence, par exemple. Ça marche pas mal dans la téléphonie, mais ça peut aussi marcher dans tous les services en fait où vous avez un abonnement finalement, et dans le milieu bancaire. Et puis un cinquième, ça peut être alors je cherche. Bon, il ne me vient pas. Je vais peut-être le retrouver. Hein, mais… Ouais. Non, mais là, j'ai cité vraiment les principaux. Souvent, dans le marketing, on a tendance à regarder pourquoi nos clients… Oui, un cinquième, ça pourrait être vraiment comprendre sa base client finalement. Faire de la segmentation, regarder plutôt les femmes entre 35 et 45 ans, elles achètent plutôt ça, les hommes, c'est plutôt ça. Enfin, voilà, ça peut être tout simplement comprendre en fait sa base de données de ses clients. Ok. C'est très bien de finir sur cette note sur les applications de client marketing. Du coup, merci beaucoup, Alison. Merci à toi. C'était très intéressant. J'espère que ça a plu aux nombreuses personnes qui t'ont posé des questions. Donc, merci encore. Et puis, je te dis à très bientôt, du coup. Au plaisir. Juste pour tout le monde qui a posté des questions, on va vous envoyer tout ça avec un article qu'on va poster sur notre blog. Donc, comme ça, vous pourrez avoir toutes les réponses des questions d'Alison. Voilà. Bon, super. Merci à tout le monde, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.